Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Eh ben, je vous propose, sans trop attendre, de passer à notre dossier du mois. Du coup, on va parler pour la première fois de créateurs de jeux vidéo. Et là, comme je vous avais dit en tout début d'émission, pour la sortie de Death Stranding 2, on s'est dit pourquoi pas parler d'El Famoso, créateur qui fait toujours parler de lui depuis des années maintenant, qui est Hideo Kojima. J'ai pas envie de faire ça. Mais si t'en as envie. J'ai pas envie de faire ça. Donc là, bon, je vais lire grosso modo un copier-coller qu'on a fait pour vous présenter un petit peu le personnage sur sa biographie en général. Alors, le mec, il me dit qu'on a fait un copier-coller alors que je me suis emmerdé à paraphraser genre 7 ou 8. Pardon, Sonata. Les infos partout. Alors oui, le premier paragraphe, c'est Wikipédia. Tout le reste, c'est moi qui l'ai écrit. Please. Ah, désolé, Sonata. Mais je vais lire mot pour mot, c'est ça que je voulais dire, ce qu'il y avait décrit devant moi, entre guillemets. Mais merci pour ton travail, Sonata. Je suis désolé. Donc Kojima, vous le connaissez quand même, j'imagine. Donc il est né dans les années 60, en 63 principalement. Principalement 63 tout court, à Setagaya, qui est, alors on en a parlé dimanche soir, un des arrondissements les plus peuplés de Tokyo, c'est ça? C'est ça. Ok. Son père est mort quand il était plutôt jeune, donc ça a eu un impact important pour lui dans sa vie. Alors, pour information, cette information est l'information de l'impact de la mort de son père. Elle est récente. C'est-à-dire qu'il en a parlé dans une interview. Alors, quand je dis récente, je n'ai pas les dates exactement, mais il en a parlé dans une interview concernant, si je ne dis pas de bêtises, Death Stranding 1. Il y a quelques années, quoi. Voilà, ce qui expliquerait quand même pas mal la thématique de Death Stranding, parce qu'il y a ce terme de la paternalité, il y a le terme du deuil aussi. Donc, ça fait plutôt sens. Mais apparemment, il expliquait qu'il avait été vraiment très, très marqué par ça. Mais c'est pas une information qui sort de nulle part. D'accord. Et suite à ça, comme tu as dit, il a subi pas mal de déménagements. Il a déménagé dans une petite ville qui s'appelle Shikari. Et ensuite Shiraki, pardon. Et ensuite Kawanishi, dans la préfecture de Hyogo. Et que globalement, il passait beaucoup de temps seul quand il était enfant, car ses parents étaient toujours absents, car ils bossaient beaucoup. Oui, alors c'est un phénomène qui arrive souvent. Alors pour info, c'est pas larmoyant, c'est comme ça. J'ai été un enfant plus ou moins comme ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle un enfant à clé. En gros, moi, j'avais globalement les clés de chez moi parce que mes parents entraient tard, beaucoup plus tard que moi. Alors bon, moi, j'avais un frangin, donc c'est moins larmoyant. Lui, c'est pareil, c'est-à-dire que du coup, ses parents travaillaient beaucoup. Alors imaginez, moi, ça va, je suis français, mes parents travaillaient beaucoup, mais ça va, il rentrait, il était entre 21 et 23 heures. Lui, c'est un enfant japonais. La culture du travail là-bas, elle est hardcore. Donc, globalement, je pense que ses parents, ils ne les voyaient pas beaucoup, même le week-end. Donc, il a appris surtout à vivre seul, à s'occuper seul, oui. Et je vois, comme tu as écrit aussi, qu'à chaque fois qu'il se déplace et qu'il se retrouve seul dans un hôtel, il allume la télé quand il rentre dans ses chambres pour avec une sorte de présence, en fait. Oui, encore une fois, ça vient de la même interview concernant la mort de son père, où il explique que il était pas du tout, en fait, malgré le fait qu'il ait toujours vécu comme ça depuis qu'il est petit, il n'arrivait pas du tout à supporter cette fameuse solitude qui lui était imposée. Donc, chez un gamin, ça peut créer des petits soucis de développement, quoi. Ce qui expliquerait plein de choses aussi. Aussi, oui. Mais du coup, il a dû pas mal s'occuper, j'imagine, en lisant, en regardant beaucoup de films. On sait que Kojima, c'est un gros fan de cinéma. Et derrière, ça l'a poussé à vouloir devenir soit artiste ou illustrateur, et qu'il était pas trop, justement, dans ce délire des normes japonaises, qui étaient pourtant très, très ancrées, de vouloir, en fait, se trouver un emploi, vraiment un CDI, un emploi très sûr et bien rémunéré. Et de ce que je vois aussi, son oncle était artiste et il souffrait de beaucoup de difficultés financières et du coup, ça l'a lui découragé au début de s'orienter là-dessus. Même sa famille, j'imagine, le décourageait aussi, dans tous les cas. Alors, dans ce qui n'est pas écrit, c'est que Kojima, c'était un enfant qui était extrêmement imaginatif et il voulait écrire. Il voulait écrire, dessiner, il voulait créer. Et dans la culture japonaise, c'est pas vraiment top. Oui. C'est pas vraiment. Je dois faire ça. Voilà, en fait, c'est intéressant que lorsque vous avez du succès.
lol. Pour une petite anecdote comme ça qui est liée à ça, je possède un jeu de rôle, lol, ça alors, qui est un Étonnant. jeu de rôle japonais. Et en fait, la préface explique une chose très intéressante, c'est qu'en fait, la personne a eu beaucoup de mal à créer son jeu de rôle parce que les, les environnements créatifs de groupe, ça n'existe pas au Japon. Et quand vous voulez jouer au jeu de rôle, ça se fait pas d'inviter les gens chez soi. Oui, c'est pas dans la culture japonaise, c'est chacun reste un peu. Exactement. Donc, ils étaient obligés de louer des salles. Et donc, en fait, le jeu de rôle, il est vraiment fait pour être extrêmement optimisé parce que c'était fait pour que lorsqu'ils sont dans une salle et qu'ils payent, ils optimisent un maximum leur temps pour jouer. Donc, c'était du semi-temps libre, en fait. C'était rigolo. Et du coup, la fibre créatrice, elle est extrêmement freinée par ce manque de liberté émotionnelle de la culture, surtout tokyoïde d'ailleurs. Donc, et il était connu notamment pour envoyer des histoires beaucoup trop longues aux éditeurs. Trop longues. Ouais. Trop chiant. De ce que je vois, oui, il écrivait notamment des petites nouvelles qu'il envoyait des magazines, mais jamais rien n'a été publié. Et comme tu dis, c'était souvent beaucoup trop long et qui s'est finalement concentré à faire de la réalisation de petits films avec un ami qui possédait un appareil photo Ouais. de 8 mm. C'est un gros trope des créateurs qui finissent par faire de la mise en scène. Il était passionné de cinéma très très jeune, quoi. Notamment de cinéma de science-fiction. Ouais. Mais voilà, lui, son rêve avant tout, c'était il voulait être réalisateur, il voulait réaliser des films, et ça se voit dans ses jeux de toute façon, avec ses multiples cinématiques à rallonge. Mais que à l'époque au Japon, c'était très très compliqué de faire carrière là-dedans. Mais que à cette même période, la NES de Nintendo sort au Japon au début des années 80, et il s'est finalement tourné à faire carrière dans le jeu vidéo. Et clairement, qui l'aurait cru. Oui, qui l'aurait cru. Les jeux vidéo, à l'époque, ils n'étaient pas du tout aussi riches qu'aujourd'hui. Pas beaucoup de scénarios, pas beaucoup de choses différentes, de possibilités de gameplay, etc. Mais lui, il envoyait vraiment le potentiel pour raconter des histoires. Donc, il voulait déjà, à l'époque, faire en sorte que le moindre petit jeu basique qu'on pouvait retrouver dans les salles d'arcade, derrière, s'il est juste y ajouter un petit but original ou une petite histoire à raconter, et ça apporte un intérêt tout autre, notamment, on le voit après avec les premiers Metal Gear. Le but n'était pas d'inventer un simple jeu de cache-cache, en fait, qui est un jeu d'infiltration Metal Gear, mais d'y ajouter aussi un petit scénario, comme quand on joue un agent secret, etc. Et ça a apporté forcément un peu plus de corps au jeu, à l'époque, en tout cas. Et qui disait surtout que pour lui, l'interactivité, ça deviendrait... L'interactivité du jeu vidéo, ça deviendrait un énorme vecteur pour proposer des histoires vraiment intéressantes qu'on peut vivre à travers le personnage, en tout cas. Et du coup, ça se voit, parce que quand il commence en 1986 à être chef de projet chez Konami, il commence à travailler très vite sur ses propres jeux. Il n'a pas vraiment bossé sur des projets. Il avait bossé, je crois, sur un projet qui s'appelle Lost World, qui a été une adaptation annulée du coup d'une œuvre d'Osamu Tezuka. Donc Osamu Tezuka, Stalas a malheureusement... Ah non, Stalas est revenu pour demander si tu avais appris à lire les dates. La réponse est non. Je l'emmerde, Stalas. Voilà. Donc Osamu Tezuka, pour information, c'est le papa de Astro Boy. Donc c'est aussi un des grands papas du manga. Donc c'est un peu dommage que ça ait jamais terminé, mais en tout cas, il a bossé sur un jeu d'arcade qui s'appelle Penguin Adventure et qui est considéré comme le meilleur jeu de la MSX par beaucoup. Donc la MSX, pour info, c'est un micro-ordinateur qui est arrivé chez nous, je crois. En tout cas, il était pas mal vendu au Japon. Et du coup, un jeu qui fait le buzz sur un micro-ordinateur de famille, ça reste assez impressionnant. Et en 1987, donc un an plus tard, il décide de sortir Metal Gear sur MSX2, Commodore 64 et NES. Alors, je passe sur la version NES, vu que globalement, la version NES, ça a été traité par le JDG et par Edouard d'ailleurs, qui a fait une vidéo dessus. C'est un jeu qui a vieilli, qui accuse clairement son âge. Je ne l'ai pas fait, et honnêtement, quand je me suis renseigné,
les gens savent que j'aime beaucoup le rétro gaming. C'est pas vraiment un jeu qui me fait envie. Il a l'air suffisamment vieux et suffisamment buggé pour que ce soit pas incroyable, quoi. En tout cas, Konami à la base voulait faire des jeux d'action, hein. On est à l'époque de peut-être Castlevania, ce genre de choses. Donc c'était le genre qui était le plus populaire parce que à cette époque-là, il y avait surtout des salles d'arcade et la NES venant de sortir, ça commence seulement avec la démocratisation de la console à la maison. Du coup, la MSX sur laquelle sortait le titre avait vraiment des capacités graphiques limitées et ça permettait pas vraiment à Kojima d'étendre ce qu'il voulait faire. J'ai plus le mot, j'ai perdu le mot. Mais en fait, Son ambition. En termes de Son jeu ambition. d'action, c'était Voilà. un peu limité, quoi. Et du coup, il a l'idée, plutôt que de faire un jeu d'action où on s'affrontait, de faire un jeu où on évite l'affrontement. Donc le but du jeu, c'était vraiment à la fin de tuer personne, avec un petit scénario où on joue un agent qui doit s'infiltrer dans une base ennemie, et c'était pas juste du cache-cache, quoi. Donc le jeu rencontre un plutôt bon succès sur MSX, son accueil est beaucoup plus mitigé sur la NES. Je serais curieux de faire moi-même une comparaison entre les deux pour voir quelle version est la meilleure et pourquoi est-ce que la version MSX est mieux. Il faut que je vois si j'ai un émulateur MSX en vrai. Ça pose donc la base de la série, c'est-à-dire du coup l'infiltration. Il faut quand même imaginer qu'on est en 87. Hein. Les jeux d'arcade, c'est soit du piou-piou spatial, soit éventuellement des jeux de plateforme. Si je ne dis pas de bêtises, Donkey Kong est sorti à cette époque-là depuis un moment. Mais le jeu d'infiltration, ça sort de nulle part. Hein. C'était pas le mode, le genre de jeu le plus populaire à l'époque, quoi. Ça n'existait pas, quoi. Pas du tout. Donc le jeu possède plein de défauts dus à son âge, comme un système de carte d'accès un peu tout pourri. Vous pouvez, je vous invite à regarder des vidéos de gens bien plus populaires que nous pour vous renseigner sur le sujet. En 88, Kojima rempile avec scénariste sur un jeu que j'ai vraiment très envie de faire. Ça s'appelle Snatcher. C'est un jeu scénarisé textuel, cyberpunk, tout en en pixel art absolument somptueux, qui est inspiré de Blade Runner et de Terminator. Le principe, c'est qu'une catastrophe se produit dans un laboratoire de recherche russe et une arme biologique secrète est relâchée dans l'atmosphère. 80% des habitants de l'Europe de l'Est et de l'Eurasie sont éliminés. La moitié de la population mondiale est balayée et des créatures mécaniques qui s'appellent les bioroïdes prennent la place des êtres humains. Et ils s'appellent les Snatchers. Alors je pense que là, vous voyez vraiment le côté l'invasion des profanateurs de ces cultures, et bien entendu de Blade Runner, hein, avec ces créatures qui ressemblent à des humains, mais qui en fait n'en sont pas. Et on incarne un personnage qui s'appelle Gillian Seed, un junker, une force de police créée spécialement pour chasser les Snatchers. Ils sortiront en 90 une version qui s'appelle SD Snatcher, qui est une version RPG de Snatchers. Alors j'ai regardé les images, Snatchers, ça a l'air visuellement incroyable. SD Snatchers, ça a l'air moche as fuck. En plus d'être beaucoup moins fun, parce que vraiment les parties de dialogue sont totalement zappées. Enfin voilà. Je tenterai, je verrai, parce que je pense que Snatcher, c'est pas un jeu très très long, j'aimerais beaucoup le tester, surtout qu'en version portable, je pense que ça peut être sympa. SD Snatchers, par contre, je verrai, je testerai peut-être juste le début pour voir à quel point c'est différent. Mais j'ai vu la vidéo d'Atomic qui en parlait, c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu comme visuellement toujours aujourd'hui assez fou, Snatcher. Alors ouais, très sorte de visual novel un peu. Je l'ai vu sortir sa vidéo il y a longtemps et j'ai pas du tout eu envie de la regarder parce que j'aimerais vraiment découvrir à blanc ce jeu. Il a l'air... Enfin, ça a l'air d'être une perle de son époque qu'aujourd'hui tout le monde a oublié, quoi. Donc, pour information, je suis allé vérifier un peu dans ce qui se passe pour Snatchers et SD Snatchers. Donc, pour Snatchers, Hideo Kojima est bien entendu mis en avant. Alors, il n'est pas mis en avant 14 fois comme dans Death Stranding, mais en tout cas, il est scénariste et directeur. Dans SD Snatchers, il n'est même pas crédité. Donc, je pense que c'est deux projets différents, basés sur la même chose, et que je pense que Kojima, il était en mode « je veux faire mon jeu scénario, je vous emmerde », et vu qu'à cette époque-là, les jeux textuels, ça avait encore le vent en poupe. Par contre, pour SD Snatchers, je pense que là, c'est Konami qui était en mode « oui, mais il nous faut un truc un peu plus peps, un truc qui se vend plus quand même, ton truc, ça va pas marcher ». Bon, voilà. Notamment que SD Snatchers s'est sorti 1 an plus tard, et que lui, il était occupé pour créer un jeu qui s'appelle Metal Gear 2 Solid Snake sur MSX2. Voilà, qui est la suite, voilà, la suite de Metal Gear. Alors, vous n'avez toujours pas entendu parler de Metal Gear Solid, c'est normal, ne paniquez pas. Ça arrive après.
Voilà, l'ère MSX c'est terminé, la PlayStation sort, on est en 1994, et la même année sort une suite spirituelle à Snatchers qui s'appelle Police Notes sur un micro-ordinateur japonais qui n'existe pas chez nous, qui s'appelle le NEC PC 9821, pardon. Je ne sais pas comment je vais jouer à ce truc-là. Là, on commence à miner le fin fond de l'émulation. C'est un jeu narratif où on joue sur une colonie spatiale loin de la Terre, un membre des Police Notes, donc cette espèce de force de défense, cette espèce de police de l'espace. C'est un jeu qui est sorti, qui est passé sous les radars sur NEC PC. Par contre, en 95, ils sont sortis une version PS1. Donc je pense que c'est sur cette version-là, en espérant qu'elle soit au moins égale, voire supérieure, que je pourrais tenter l'expérience. Par contre, je me suis renseigné un peu sur la notoriété du jeu. Apparemment, c'est un must planqué de la PlayStation. C'est-à-dire que vraiment, la plupart des gens qui ont joué, je l'ai vérifié pas mal d'avis sur pas mal de sites. Bon, pas mal de sites, allez, on va dire 3-4 sites, plus Reddit, bien entendu. Globalement, les gens ont l'air de dire que comment ce jeu a pu passer à la trappe. Comment les gens aujourd'hui ne peuvent pas connaître Police Notes. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de copies d'édité à l'époque, ça reste un Ouais. jeu un peu obscur. Ouais, je pense aussi. Et puis, 95, les jeux textuels, on commence... Voilà. Je crois que 97, FF7, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça comme voilà. Donc, une version de Saturn sort en 95. Peut-être la version supérieure, même si la Saturn, du coup, ça n'a pas forcément été la meilleure console du monde. Elle est, je trouve, un peu plus stable et un peu plus puissante que la PS1. C'est peut-être pas vrai, hein, mais en tout cas, je pense qu'elle est mieux exploitée que la PS1. La preuve avec Shenmue, qui tournait très très bien sur Saturn. Donc, en 98, il se passe un truc de dingue. Et alors là, quand je dis un truc de dingue, pour moi aussi, c'était un truc de dingue. Sort sur PlayStation Metal Gear Solid. Alors, Metal Gear Solid, honnêtement, je l'ai fait. Ah, on a un problème de son, Jonathan, on t'entend plus. Ah merde. Si c'est bon, on t'entend, vas-y, tu peux recommencer. Ok. Metal Gear Solid, c'est un jeu phénoménal. Aujourd'hui encore, c'est un truc de fou. Ouais, je peux en parler un peu parce que j'ai fait le début, je suis bloqué à Psychomantis. Oh, sans déconner. Ouais, mais il faut que je continue. Donc, cette cinématique que Timmy Sipo s'est créée sur la démo. Ouais, c'était incroyable. Metal Gear Solid, c'est un jeu d'action infiltration qui est réalisé bien entendu par Hideo Kojima. C'est en fait du coup le troisième jeu, puisqu'il y a eu le 1 et le 2. Alors en fait c'est le quatrième, puisque du coup il y a eu un jeu qui n'a pas été du tout suivi par Kojima qui s'appelait Snake Revenge, et en gros Kojima a dit ce jeu-là, je l'ai pas fait, il n'existe pas. Donc dévoué par Hideo Kojima. C'est un tournant complet j'ai envie de dire dans l'histoire du jeu vidéo, puisque c'est un des jeux les plus cinématique qui existe à cette époque-là, avec un doublage intégral en français s'il vous plaît, avec des acteurs de fou, totalement en 3D, avec un système de vue caméra qui s'adapte en fonction de vos localisations. Si vous, globalement, en espèce de vue de 3/4 du dessus, avec la possibilité du coup de vous mettre contre des murs, la caméra qui se met derrière pour vous voyez les gens arriver, énormément de choses complètement stupides à faire, comme suivre une nana qui roule du cul. Incroyable, hein. Cette scène légendaire où il faut suivre Meryl, bien sûr. Mais moi, tu vois, j'ai découvert le jeu il y a à peine quelques mois ou semaines, le début en tout cas. Même par rapport au jeu d'aujourd'hui, j'ai été vraiment hyper surpris, tu vois, de plein de choses qu'il n'y a pas dans les jeux d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Aujourd'hui, le jeu reste un banger de l'infini. Vraiment. Aujourd'hui, c'est un jeu qui se rejoue, mais auquel aime. Sans rire. Demain, vous voulez allumer Metal Gear Solid pour découvrir le jeu, mais faites. Si vous êtes capable de supporter les graphismes, ce qui pour moi, honnêtement, moi ce genre de graphisme j'adore, hein. Je trouve pas ça moche, sans déconner, parce que c'est plus proche de ce que faisait FF9 que ce que faisait FF7, donc c'est quand même très beau. Et puis ils ont réussi à mélanger subtilement la 2D et la 3D pour rendre le truc agréable. Alors le jeu a des défauts, il y a des scènes, il y a des scènes aujourd'hui quand on peut vieillir, notamment je trouve que le combat contre Sniper Wolf est dégueulasse, et le combat contre l'hélicoptère aussi, par pitié sauvez-moi. Mais son scénario est simple, avec un principe du coup de Solid Snake qui part en mission sur l'île de Shadow Moses pour juste contrecarrer les plans d'un groupe terroriste d'utiliser une arme de destruction massive qui s'appelle le Metal Gear, qui est juste un énorme robot qui peut tirer des missiles nucléaires en se déplaçant. C'est ça.
Sauf qu'en fait, Metal Gear Solid, avec le peu d'amour que j'ai pour Kojima, on en discutera plus tard, c'est un jeu qui a changé la face du jeu vidéo. C'est pour ça que malgré le fait que je trouve que Kojima aujourd'hui est surcoté, je ne peux pas dire que je ne veux pas qu'il existe. Parce que sans Kojima, on n'aurait pas eu un des jeux qui a le plus influencé l'histoire du jeu vidéo de l'histoire. Pour moi, ce jeu, il est niveau Mario 64. Mais il y a des trucs de fou dedans en plus, tu vois. Juste mais- même le brisage de quatrième mur qu'il y a par moment, tu vois. Ah, mais complètement. Enfin, Ouais. si vous avez joué à Castlevania, vu que c'était un jeu de Konami, Psycho Mantis vous regarde, il fait je vois que tu aimes jouer à Castlevania. Enfin, Alors, en fait, c'est ça le imaginez truc, en c'est que le truc était assez 1998. incroyable parce que j'ai cherché, car sur PS5, forcément, ça marchait pas comme ça. Mais en gros, si vous aviez dans votre carte mémoire des sauvegardes de jeux de Konami, Psycho Mantis était capable de vous dire à quoi vous jouiez avant que vous l'affrontiez. Psycho Mantis était capable de foutre en l'air vos manettes, il était capable de retourner l'écran, il était capable de faire des trucs de fou. Et il n'y a pas que ça comme truc complètement stupide. Il y avait du coup, par exemple, une scène où on vous demandait de rejoindre, alors je crois que c'est la nana, la blonde, j'ai perdu son nom. Et en fait, du coup, vous pouvez chercher partout dans le jeu, vous faites, mais putain, c'est quoi son numéro de codec, c'est quoi son numéro de téléphone? Et ben en fait, sur la boîte du jeu, à moins que ce soit le colonel, bref, sur la boîte du jeu, au dos de la boîte du jeu, il y a un C'était truc la avec écrit, technicienne, ouais. si vous cherchez de l'aide, voici un code qui vous aidera. Et en fait, c'est ce code-là qu'il faut utiliser. Donc le jeu utilise les outils qui sont à sa disposition. Et dans les versions numériques, aujourd'hui, ils ont pensé l'intelligence à chaque fois d'intégrer un manuel numérique. Ce qui fait que du coup, vous avez dedans souvent le code qui vous est donné. Il y a plein de trucs comme ça avec des personnages vraiment marquants. Mailing qui est là pour vous faire sauvegarder, qui balance des punchlines toutes les 5 minutes. Meryl, Ouais. bien entendu, qui est un personnage super drôle. Le colonel qui vous suit tout le temps. Comment il s'appelle le mentor de Snake qui a un twist tout pérave. Enfin bref, c'est incroyable. C'est un scénario de série B. Hein. Mais c'est un scénario de série B qui se suit parce qu'il est super bien foutu. Et le rythme du jeu, il est impeccable. On se fait jamais chier. On fait trop marrer, tu vois. Genre, à un moment donné, on est avec. C'est Meryl, c'est ça, la rouquine? Oui, c'est Meryl. Ouais. On discute avec elle dans les chiottes. Enfin, déjà, elle se déguise en garde, on la suit dans les chiottes. En fait, c'était pas un garde qui voulait nous tabasser, c'était elle, tu vois. Mais justement, parce qu'elle roule du cul. C'est ça. Oui, en plus, c'est ça, c'est que le détail, c'est qu'elle roule du cul en plus. Donc, on suit un garde qui roule du cul. En fait, c'était elle dans les chiottes. On y reviendra, mais Kojima est un énorme beauf. C'est ça. Et à un moment donné, ils discutent ensemble lors d'une cinématique. Et en fait, quand on se balade dans la base tout le long du jeu, il y a une espèce de petite musique qui est là pour habiller l'action. Et quand on sort des shots à ce moment-là, la musique s'arrête et t'as Snake qui dit il y a un truc bizarre, la musique s'est arrêtée. Ça m'a fait juste lâcher un petit sourire en me disant putain, c'est trop bien, tu vois. Il y a des trucs incroyables. Donc faut que je le finisse là, je sais pas pourquoi je me suis arrêté, il faut que je le finisse absolument. Il faut que je batte Psycho Mantis et que je fasse la suite aussi. Et en plus, j'ai totalement oublié les fréquences pour sauvegarder et compagnie. Bon, c'est complètement con, il va falloir que j'aille les rechercher parce que voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu peux appeler à n'importe quel moment le colonel ou tes potes dans la radio. Et quand tu es bloqué, ils peuvent te donner des conseils pour avancer. Et il y a vraiment plein de dialogues cachés. Ouais, pour le coup, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque personnage donne des conseils différents si vous êtes face à un boss, un truc comme ça. Et les conseils sont souvent liés au tempérament du personnage. Et c'est assez dingue, c'est vraiment bien foutu. Hein. Non, franchement, Metal Gear, aujourd'hui encore. Alors, sachant que il existe une version, alors j'ai plus son nom, mais il existe une version GameCube de Metal Gear Solid, qui est du coup un peu remasterisée avec une vue à la première personne pour les phases de tir et tout, qui est en fait un remake de Metal Gear Solid. Je le recommande, j'ai vu des images, alors je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des images, ça a l'air dingue, et je suis même complètement abasourdi par le fait qu'on n'ait pas cette version en HD aujourd'hui sur Steam. Parce que moi, j'aimerais beaucoup la faire. Graphiquement, c'est plus beau. Je suis d'accord, là, ça a vieilli la version. Ouais, non, ensuite, la version PS1, elle est top. Hein. Mais quitte à choisir, c'est pas cette version-là que j'aurais remasterisé. Ou au moins, j'aurais pas fait ma feignace, j'aurais remasterisé les deux. Hein. Parce que l'espèce de remaster édition de Metal Gear qu'ils ont sorti, l'espèce de pack, c'est un peu un truc de feignasse. Hein. Parce qu'ils auraient pu faire quelques améliorations pour que les jeux soient moins différents. Enfin bref. Avant d'enchaîner sur le 2, laissez-moi juste une minute, je vais aller remplir ma gourde d'eau parce qu'elle est vide et j'ai très soif là. Et ben je vais faire l'habillage pendant cette minute. Ça marche. Ou je vais parler de MGS2. Non, je vais t'attendre pour parler de MGS2. Regardez. Un lapin or. Il a encore sa petite clochette. Je lui ai pas encore défoncé les oreilles. Pas encore. Alors, lisons ensemble une partie de la Bible.
J'ai pas de lumière, je vois rien. C'est génial.
Et ainsi, Jésus décida de purifier le monde à l'aide de son M16 à balle de 15 mm à tête creuse. Amen. Ah, quoi? Donc, de retour, suite à cette petite interlude flotte et glace, mesdames et messieurs. Donc, sur ce, bon appétit à tous. On en était à Metal Gear Solid 2. Alors, Metal Gear Solid 2, moi, je l'ai pas fait. Genre... Me spoil pas, s'il te plaît. Alors, je spoile pas parce que Je j'ai sais joué quoi à peu près le très jeu parle. longtemps. Et je l'ai malheureusement pas fini parce que j'ai joué chez un copain. Mais j'ai très envie de le faire parce qu'apparemment, C'est un jeu qui a changé jeu la vie de beaucoup de gens. Hein, apparemment. Ouais, apparemment, il défonce. Alors, en plus, le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup Metal Gear Rising Revengeance. Je laisse un moment voilà, d'appréciation pour les gens qui détestent ce jeu. Je l'ai beaucoup aimé. Il est sorti en 2003 et on incarne Snake et surtout, c'est l'apparition de Raiden qui devient un personnage central du coup de l'univers de Metal Gear. Un coup, on est dans un tanker et un coup, on est sur une station maritime, si je dis pas de bêtises. Le but, c'est d'éviter la prolifération des Metal Gear et d'un terroriste incarné par Solidus Snake. Et oui, ça y est, on commence la saga des clones. Parce qu'il y a beaucoup de clones dans Metal Gear, ce qui fait que le scénario après le 2 commence à partir en sucette. Et donc, il y a des phases d'infiltration, d'action, comme dans Metal Gear Solid, en fait. Par contre, il y a apparemment beaucoup de cinématiques, beaucoup plus de scénarios. Et il y a surtout une IA extrêmement intelligente, vraiment retravaillée avec un système d'escouade, de comportement vraiment d'enfonceur des forces spéciales. Des personnages ont vraiment beaucoup de possibilités, avec la possibilité du coup de menacer des cibles, de leur soutirer des informations tactiques. L'enjeu est beaucoup plus grand vraiment avec ce tanker et cette station marine sur laquelle le destin du monde entier se joue, pas seulement d'un pays ou deux, avec vraiment des Metal Gear beaucoup plus dangereux, beaucoup plus puissants. Ouais, gros souci du détail dans le jeu, d'après ce que j'ai compris. Ouais, clairement. Sur l'IA des gardes. Après, tu as des trucs à la con où ils montraient des glaçons qui fondaient quand t'es sur un bar ou un truc comme ça. Exactement. Donc, il y a vraiment la possibilité de même monter aux étages, de se suspendre. Enfin, l'environnement est beaucoup plus ouvert, le système d'infiltration est beaucoup plus poussé. Honnêtement, ça a l'air d'être un énorme banger, donc j'aimerais beaucoup le faire. Alors apparemment, il y a 2 éditions, Sons of Liberty, et une édition améliorée avec plus de contenu, un peu comme le premier qui avait subi le même traitement, qui s'appelle du coup Metal Gear 2 Substance. Voilà. Et je crois qu'il y a un remake dans pas longtemps qui va sortir qui est Metal Gear Delta, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est celui du 3, du coup. Un remake du 3 ? Oh, putain. Parce que le 3, en fait, en termes de scénario, se passe avant le 1 et 2. Si j'ai bien compris. Après, le 3, je ne sais pas trop de quoi il parle. Ouais, parce que le 3, on joue Big Boss, je crois. Je te cite, tu le dis. Mais là où j'ai fait regarder quelques vidéos quand même sur Metal Gear Solid 2, sans trop de spoil non plus, c'était que le jeu était avant-gardiste sur les thèmes abordés, et notamment en termes de l'IA. Alors, pas de l'IA dans le sens où il y a beaucoup d'IA qui utilisent, quoique je ne sais pas, je n'ai pas fait le jeu, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais dans le sens où il y avait des thèmes comme celui de la désinformation qui étaient abordés dans le jeu, et qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux très poussés, et notamment de l'IA qui font des fake vidéos, plein de choses un petit peu en tous les sens, et le jeu était très en avance sur son temps à ce niveau-là. Et les gens en parlent toujours aujourd'hui pour ça, du coup. Donc, j'ai très hâte de le faire un jour aussi. Et puis, il met une tannée en termes d'infiltration au fameux bruit. Hein ? Oh, c'est probablement rien. Ça ne se passe pas dans ce jeu. Ça, c'est bien, ouais. Et c'est vrai, j'avais lu que Kojima, ce qu'il voulait faire à l'époque avec ce jeu-là aussi, c'est qu'avant la sortie, il avait réussi à cacher les 3/4 de tout le jeu avant la sortie du jeu, donc à montrer seulement ce qu'il voulait montrer lors des pubs et des trailers, et notamment le personnage de Raiden, qui est un personnage qu'on découvre dans le jeu. En fait, tout le monde pensait que c'était toujours Snake, le personnage principal de Metal Gear Solid 2, et ce n'est pas le cas. Voilà, je sais pas si tu voulais parler de Metal Gear Solid 3, de toute façon je pense que tu l'as pas fait. Donc, alors, je n'ai pas fait le 3, petite remarque sur le 3 qui pour moi est toujours aussi méta que les autres. Alors la petite remarque c'est que pour le coup, moi, après Metal Gear Solid, mon deuxième Metal Gear, pour le coup, c'était le Metal Gear sur PSP, dans lequel on joue Big Boss. Et Metal Gear Solid 3, du coup, on joue Naked Snake, qui est Snake avant de devenir Big Boss. La seule remarque que j'ai, c'est une remarque très rigolote.
c'est que dedans, il y a un vieux monsieur qui est un sniper, je crois qu'il s'appelle Oldman, un truc dans le genre. Et le principe, c'est que il est vraiment très vieux. Et il se planque dans la jungle, puisque du coup, l'environnement de Metal Gear Solid 3 est surtout une jungle. Et en gros, il attend, et si vous vous planquez mal, il vous snipe, et en gros, quand vous êtes au-dessus, il est plutôt facile de tuer, une balle dans la tête, il est mort, c'est un boss assez particulier. Mais il existe une autre manière de le tuer, c'est-à-dire que si vous éteignez le jeu, que vous changez l'heure de votre console pour indiquer, je crois, c'est 1 ou 2 ans plus tard, et quand vous ressortez votre sauvegarde, le sniper est mort de vieillesse. Ça, c'est énorme. Ouais, ça c'est énorme. Et deuxième chose, justement, le D-Sniper, il est vraiment très vieux. Et au début du jeu, vous le voyez sur un ponton en fauteuil roulant. Et si vous lui tirez une balle dans la tête à distance à ce moment-là, son fauteuil roulant explose et vous mourrez automatiquement parce que vous prenez la roue du fauteuil. Énorme Voilà. aussi. Non mais ça c'est complètement débile, mais j'adore. C'est pour le coup, c'est le seul truc que j'adore de Metal Gear, c'est le what the fuck complet, quoi. C'est le truc qu'on peut retenir globalement de ces jeux-là, je pense, c'est que la plupart des jeux de Kojima, c'est qu'il a eu envie de faire une grosse réalisation un peu de type cinéma, en mettant des trucs totalement variés pour donner un petit corps où il se prend pas trop au sérieux, un côté un peu rigolo qui nous accroche au jeu, tout en abordant des thématiques ultra sérieuses qui sont en connexion avec notre société actuelle ou un peu avant-gardiste, qui nous font nous poser des questions sur l'avenir. Je pense que c'est ça avant tout Metal Gear aussi. Ouais. Genre, honnêtement, il y avait des idées de dingue, notamment dans le 3, apparaît le système du camouflage, et ça nous fait une bonne transition pour le 4, où le système de camouflage est encore plus poussé, parce que je m'étais renseigné sur le 4, je ne l'ai pas fait. Il est dispo sur PC, je crois, en plus. C'est une série que j'ai jamais trop osé commencer, parce qu'il faut vraiment tous les faire pour saisir le scénario, tellement c'est bordélique. Mais en gros, dans le 4, on joue un vieux Snake, et on a une tenue camo. Et le principe, c'est que quand on se met face à une surface, c'est qu'on attend. On prend la couleur de la surface. On m'avait fait jouer quelques minutes au 4 et j'avais trouvé ça assez dingue comme truc. Ouais, c'est une mécanique qui est vraiment très intéressante. Avec vraiment alors pas autant que le 5, parce que le 5 c'est un espèce de gros monde ouvert, mais dans le 4, il y a vraiment une notion d'infiltration qui est vraiment très très poussée. Pour le coup, Metal Gear Solid 5, je l'avais acheté sur PS4 à l'époque, il y a 10 ans, sans trop savoir vraiment ce qu'était Metal Gear, parce que je n'avais jamais fait les autres. Et je sais pas pourquoi à l'époque, j'avais pas trop accroché et j'avais pas beaucoup joué. Sûrement parce que je m'attendais peut-être à quelque chose qui soit proche d'un genre monde ouvert classique, avec un côté un peu Splinter Cell. C'est tellement différent de Splinter Cell, Metal Gear Solid à ce niveau-là. Alors, ça n'a rien à voir. Voilà, tu puisses balancer des ennemis dans les airs avec un ballon qui les envoie sur une base que tu dois gérer. Et toi, quand tu peux te planquer sous un carton et te déplacer sous un petit carton pour essayer de t'infiltrer dans les bases ennemies. Bon. La base et le ballon qui est repris de l'opus PSP, qui est à peu près le même format, sauf que c'est sous forme de mission. C'était un jeu multijoueur. Qui était très très cool d'ailleurs, qui en plus parlait des enfants dans la guerre et tout, franchement des thématiques qui étaient super dures, entrecoupées de scènes avec des nanas en bikini bien sûr, parce que, ne vous l'ai-je pas dit, Kojima, c'est un beauf. Et avant de parler du coup de Death Stranding, mention spéciale à Metal Gear Acid, qui est une série sur PSP de jeux tactiques sur Metal Gear. J'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre. C'est pas top, honnêtement. C'est pas pour être méchant. Moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Peut-être des gens qui aiment. Tant mieux pour vous. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Metal Gear Acid 2 est un peu mieux que le 1. Le 1 est vraiment bordélique et même carrément aléatoire. Donc, bon, un peu particulier. Et mention spéciale aussi à Metal Gear Rising Revengeance, qui a foutu un tollé parce qu'en fait, tout le monde s'attendait à Metal Gear et perdu. Ils ont eu un Devil May Cry. Parce qu'en fait, c'était un jeu. Mais c'était un jeu de pure action avec une mécanique complètement dingue. Vous avez un couteau à fil moléculaire qui vous permet de trancher n'importe quoi et de créer un nombre de polygones absolument effrayant à l'écran. Les boss sont complètement bordéliques. Le boss de fin, c'est devenu un mème tellement il est incroyable. C'est littéralement un sénateur américain gorgé de nanomachines. Enfin, ça n'a aucun sens. Le jeu, franchement, honnêtement, c'est un ego trip sous acide et il est hilarant. Aujourd'hui encore, je le dis, c'est un jeu qui est vraiment ultra fun et il s'est pris une tollée uniquement parce que les gens s'attendaient à un Metal Gear classique.
avec de l'infiltration, alors qu'il y a zéro infiltration, c'est du bourrinage complet, sauf Ouais. que le jeu s'est jamais menti sur le fait que ça allait être du bourrinage, hein, donc je n'ai pas compris cette tollée. Voilà, aujourd'hui, heureusement, il a récupéré un peu ses lettres de noblesse, parce que la tension s'étant un peu effacée, les gens se sont dit « Ah, mais en fait, c'est vachement rigolo quand même », et voilà, ils ont appris à aimer le jeu pour sa juste valeur. C'est un excellent corollaire à Devil May Cry, et je le refais peut-être tous les 2-3 ans, tellement je me marre sur ce jeu, sans déconner. Ça marche. Bon, bah, après, du coup, on va pas s'étendre encore plus que ça sur Metal Gear. On a dit ce qu'on voulait dire, notamment sur le 5, parce qu'on n'y a pas trop joué. Le 5 a eu son petit succès, mais malheureusement, Metal Gear Solid 5, ça a été un développement compliqué pour Kojima, qui a eu le gros conflit avec Konami à ce moment-là. Il est parti avant la fin du développement, et ça a globalement signé la fin de sa collaboration avec Konami. À ce moment-là, Rupture et difficile. comme le jeu s'appelle Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, la douleur fantôme, c'est aussi la douleur fantôme de de Kojima, pardon. Voilà. Et après ça, malgré un projet de jeu Silent Hill qui devait s'appeler Pity, qui tombait à la trappe aussi en même temps avec Konami, eh bien Kojima, il est parti en fin 2015 pour créer son propre studio de développement qu'il a appelé Kojima Productions, tout simplement. Et avec une toute petite équipe, à la base, ils étaient que quelques-uns. Ils se sont lancés dans le développement de Death Stranding. Alors, il a toujours gardé Norman Reedus avec lui en acteur principal, parce qu'à la base, il devait être dans Pity. Du coup, pour jouer le personnage principal de Death Stranding. Donc, Tu peux la refaire parce que ça fait le même problème de son que moi. Oh putain, cette Ah image ouais est toujours aussi incroyable. Oh putain, oui, je veux te dire le bébé là. Je disais non, oui, que Kojima, du coup, il était parti faire son propre studio après le conflit avec Konami, et qu'il avait gardé en tête d'affiche, du coup, Norman Reedus pour jouer le personnage principal, qui est Sam Porter Bridges dans Death Stranding. Donc, il est reparti complètement de zéro, avec son propre studio, avec une toute petite équipe de quelques personnes qui a grossi au fur et à mesure. Et avec le soutien de PlayStation, finalement, il a eu le financement et l'autorisation de faire ce jeu que moi j'ai beaucoup aimé, mais qui est pour le moins quand même, on va pas se mentir, assez étrange. Et globalement, À peine, oui. Là, on est moins sur une thématique, on va dire, qui va être proche de notre monde réel, on va dire, que ce qu'il y avait avec Metal Gear. Là, on est sur un truc un peu de science-fiction. Mais qui a aussi ses leçons et connexions, on va dire, avec notre monde actuel dans le message qui veut être véhiculé par le jeu. Mais toujours cette esthétique un peu Metal Gearesque, j'ai envie de dire, je trouve, dans Death Stranding, on retrouve dans la façon d'appréhender le monde, le design un peu des personnages, les tenues, etc. Et là, on va dire que l'idée de Kojima, qui est héritée du tout premier Metal Gear, du coup, sur MSX, elle est quand même toujours là, c'est de vouloir faire un jeu où globalement on va pas beaucoup se battre, ni affronter, tuer beaucoup de gens. Au contraire, il faut éviter l'affrontement, parce que dans le scénario de Death Stranding, tuer des gens, c'est dangereux, ça peut créer des morts, des échoués qui se battent sur la carte, et notamment des explosions et des néantisations si jamais ça entre en contact avec les vivants. ça c'était une mécanique intéressante de zigouiller des gens. En fait, c'était vachement dangereux parce que les morts, les cadavres sont un danger dans cet univers. Exactement, et donc pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là. Pareil, je trouve que c'était une très bonne idée du coup. Et dans ce monde, en fait, qu'on va arpenter, en fait, le gros pari de Kojima, c'était, contrairement au jeu de l'époque, là, on est en 2019 quand sort le jeu, hein, donc on a eu tous les autres gros open world de l'époque qui sont sortis, avec leur lot de quêtes pas très intéressantes, notamment les fameuses quêtes FedEx. Et là, l'idée de Kojima, ça va être de créer un jeu qui base son gameplay principal justement sur la quête FedEx au final. Mais là où il veut en faire un jeu qui se veut plus intéressant que dans un GTA ou, je ne sais pas, Assassin's Creed par exemple, c'était de rendre le fait de se déplacer d'un point A à un point B compliqué et pas anecdotique, contrairement à ces jeux que j'ai cités avant, donc Assassin's Creed, etc. C'est le fait d'aller à un point B dans un Assassin's Creed, par exemple, un monde ouvert, je parle, en fait, on y va juste comme ça, sans difficulté, pour faire progresser l'histoire. Là, dans Death Stranding,
il a bricolé une sorte de walking simulator où il faut vous m'avez vu jouer en stream si vous avez suivi les lives sur la chaîne et bah, chaque boss peut être prétexte à perdre son équilibre. Il faut toujours tenir son sac à dos à 2 mains par moment si on veut garder l'équilibre. Il faut contrebalancer notre poids si on porte, des colis beaucoup trop lourds, même quand on porte des personnes par moment ou des cadavres. Heu, Baby steps avant l'heure, quoi. Peut-être pas, mais on va dire qu'il y a de l'idée. Donc voilà, globalement, Death Stranding, c'est pas vraiment un jeu qui se veut, amusant. Ça reste une expérience et je pense que Kojima a voulu jouer avec des mécaniques anti-fun, tout en y apportant un côté intéressant dans le gameplay, mais aussi qui va servir le scénario du jeu. C'est-à-dire que là, on va être sur un scénario où on est sur une dynamique un peu positive, où on doit reconnecter un monde où les humains se sont totalement déconnectés les uns des autres à cause d'une catastrophe naturelle qui les a poussés à se séparer parce qu'en fait, se déplacer à l'extérieur et être en contact avec des gens globalement et potentiellement avec des cadavres, comme on expliquait avant, c'est très dangereux, donc ça fait peur à tout le monde. Donc tout le monde reste isolé avec ses propres connaissances, tout a disparu et le but du jeu, ça va être qu'il y a quelques personnes qui sortent, qui s'appellent les porteurs, comme Sam, qui vont, livrer des colis aux gens, bah, parce qu'il faut bien travailler et les gens ont besoin de colis et bah, de nourriture ou d'autres choses pour continuer à vivre. Et on a, l'équivalent des États-Unis, en gros, mais de façon très réduite, qui va demander à Sam de recréer un réseau afin qu'il y ait en gros internet. Je passe sur le réseau, de comment, de la technicité du truc parce que c'est en rapport avec le scénario, qui va essayer de C'est ça que j'aurais reconnecter tout dû le faire, monde. en fait. Je De suis trop quoi? con. Bah, quand j'étais à la DSL, j'aurais dû demander à un porteur pour m'apporter le réseau. C'est ça! Mais du coup, il le dit, ça va être de reconnecter les gens, en gros pour sauver le monde tout simplement. Donc le parallèle avec nos réseaux sociaux à cette époque-là, en fait, il veut mettre vraiment en avant le côté positif des réseaux sociaux, c'est-à-dire que avant tout, d'être connectés les uns aux autres pour échanger des informations et la mécanique aussi centrale du jeu à ce niveau-là, c'est qu'il a intégré une espèce de multijoueur qu'on appelle un multijoueur du coup asynchrone qui quand on va reconnecter les zones dans le jeu et ben, on va avoir à la manière de ce qu'avait fait, Dark Souls avec ses messages au sol pour nous guider. Dans Death Stranding, on va pouvoir voir les constructions des autres joueurs parce que dans Death Stranding, on peut prendre de l'équipement pour nous aider dans la livraison, donc des échelles dans le monde ouvert qui est dévasté, construire des ponts, laisser des cordes, ce genre de choses et on va pouvoir être mis sur une espèce de mini serveur de quelques dizaines d'autres joueurs et voir les constructions que les autres joueurs ont laissées pour nous faciliter le jeu et derrière on peut laisser des petits likes positifs sans savoir à qui on les laisse, juste, gratuitement et dans la plus grande bonté, en fait. Donc chacun peut y voir un petit peu, ce qu'il veut dans le jeu. Moi, je trouve quand même que le scénario vient quand même accrocher cet univers assez particulier, le choix des acteurs, pour nous proposer cette expérience-là. Moi, dans Death Stranding, j'y ai quand même trouvé quelques moments, attention, je vais utiliser un mot, un peu fou, mais des moments de grâce, attention. Notamment par ces moments, en fait, de solitude où on va marcher où on va avoir des décors qui sont absolument somptueux grâce au Decima Engine, donc le moteur qui a fait, notamment un jeu comme Horizon Zero Dawn et Forbidden West, pardon. Ces moments en solitude où on va être sur nos fins de livraison, livrer nos colis, à nos destinataires et en fait, là où Death Stranding est assez fort et je trouve que c'est aussi, bah, le marque des grands jeux, c'est l'utilisation notamment de la musique. Donc des musiques qui vont être en collaboration avec principalement le groupe l'Aurore de l'époque. Et en fait, on va marcher dans du vide, en fait, en solitaire, dans ce paysage, dévasté, assez joli quand même. Et là, à ce moment-là, tu as de la musique qui vient accompagner ces moments-là, de livraison en plein milieu du jeu et je trouve que ça donne un côté assez unique, en fait, au jeu, un cachet qui m'a mis dedans, en tout cas. Je me dis: «Ouais, enfin, c'est pas le premier jeu à mettre une belle musique dans un moment de calme et de beauté». C'est pas faux, mais alors après, je peux pas inviter les autres gens en question, mais dans Death Stranding, il y a un truc parce que moi, je l'ai ressenti à un moment donné, cette espèce d'expérience, en fait, un petit peu solitaire, en fait, où tu vas comprendre en fait, moi, ça m'a fait ça en plein milieu du jeu. Au moment donné, au chapitre 5 ou 6, on va livrer Mama, en fait, à sa sœur qui est dans la montagne à un moment donné, où là, on a commencé à appréhender le jeu, les mécaniques qu'ils nous proposaient, les équipements et compagnie et là, tu es en plein milieu du jeu et ta musique de fou qui se déclenche. C'est la 1re ou la 2e fois que tu grimpes la plus grosse montagne du jeu
tu te dis: «Bon allez, là, faut y aller», tu pas le choix et tu as une musique de fou qui se déclenche et là, tu es dedans, tu vois? Et je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ça a marché en tout cas. Breath of the Wild avec de la musique et en livraison. Bah, en vrai, le problème, c'est que j'aurais bien voulu dire que c'était Breath of the Wild. Le problème, c'est qu'il en a même pas la portée, quoi. Je trouvais le jeu chiant et présomptueux. Putain! Ah là là! On n'a pas la Non, mais même, sans rire, hein, c'est incroyable à quel point ce jeu, il avait un potentiel de fou. Il y a des mécaniques intéressantes. La mécanique justement de déplacement avec les colis, le fait que tu dois faire attention à ton poids, à la répartition du poids, je trouve sincèrement ça vraiment super intéressant. Par contre, bon, déjà l'éléphant dans la pièce, Kojima se crédite 14 fois au crédit, par pitié, ouais, quoi. ça, c'est autre Oh non, chose, mais je ça suis encore, là. désolé. Non, mais le mec, il s'est mis dans une salle de miroir de fête foraine, il a baissé son pantalon, il a commencé à... C'est sale, quoi. Et globalement, honnêtement, le jeu ne raconte pas grand-chose. Il y a des choses super... Honnêtement, niveau de la mise en scène, niveau cinématographique, il se passe des trucs de fou. Il y a des idées de mise en scène, il y a des idées de personnages complètement dingues, mais j'ai l'impression qu'il s'en passe rien. Les personnages, on a peut-être, je sais pas, 5-10 minutes de relation avec eux, et puis après, on part faire du colis FedEx dans la montagne. Alors, le côté du truc asynchrone, moi, j'ai trouvé ça intéressant au début, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc à deux vitesses, parce que moi, j'étais en train de jouer tranquille, j'étais sur un espèce de serveur, et je ne sais pas trop pourquoi, je me suis trouvé sur un autre serveur. Putain, il y avait des autoroutes qui avaient popé absolument partout. Oui, oui, les gens construisaient les routes, oui. Ouais, du coup, bah, j'ai fini le jeu à faire quoi? Bah, j'ai fini le jeu à faire des trajets en moto. Bah, globalement, à ce moment-là, ça facilite quand même pas mal le jeu, mais le jeu, tu peux jouer au Ouais, jeu sans être connecté si tu as envie. ouais, mais en fait, le jeu sans être connecté, il est quand même vachement chiant. Et ben Je moi, je veux trouve dire, que le côté mou du jeu, c'est ça aussi qui était volontaire et qui faisait ah, alors, la force du jeu aussi. je suis d'accord avec toi. Parce que je vais reprendre Breath of the Wild comme exemple, puisque c'est ce qui avait été cité dans le chat. Le souci, c'est que euh, dans Breath of the Wild, tu te balades, tu as un rythme et tu fais un peu ce que tu veux. Dans Death Stranding, honnêtement, entre deux trajets, il se passe rien. C'est-à-dire que dans Breath of the Wild, tu as plein de petits points d'intérêt pour venir piquer ta curiosité et te demander de réfléchir un peu. Dans Death Stranding, à part marcher et savoir comment est-ce que tu vas arriver à ta destination, alors certes, le jeu au bout d'un moment te propose de plus en plus d'outils pour arriver à destination et ils essaient d'augmenter un peu la difficulté, mais j'ai Mais trouvé... c'est ça en fait l'intérêt, c'est qu'en fait, il y a rien à faire dans le monde. Le monde en fait en lui-même est un personnage sur lequel tu vas apprendre à te déplacer. Alors, ok, en soi, la proposition est intéressante. Ouais. Pour un jeu expérimental d'une heure, tu peux pas me dire je vais jouer à un jeu vidéo, dans le terme il y a jouer, il y a interactivité dans le nom, et me dire que c'est normal qu'il n'y ait rien à faire dedans. Mais il y a pas rien à faire dans Death Stranding, il faut quand même aller faire des livraisons. Oui, mais pour un jeu de cet acabit-là, pour un jeu de cette Grandeur, ouais. hauteur-là, ouais, de Ouais. cette grandeur-là, bah, j'ai été très déçu parce que comme je te l'ai dit, un de mes problèmes avec ce jeu, c'est que euh, faire un jeu qui, lorsque je joue à son jeu, lorsque je respecte sa proposition, c'est-à-dire être discret, faire attention, m'équiper, etc., me coupe de certaines de ses features, notamment des combats intéressants, de moments de tension, etc., bah, je trouve ça dommage. Je trouve que le jeu, je ne vais pas dire que le jeu est mauvais parce qu'il y a plein de choses intéressantes dedans et c'est quand même, il y a quand même une production value de dingue. Et il y a certaines scènes qui m'ont quand même assez marqué et ce qui m'a le plus marqué honnêtement, c'est ces personnages. Les personnages sont vraiment conceptuellement super intéressants. Le problème, c'est qu'ils sont conceptuellement intéressants et il s'en passe pas grand-chose, à part Deathman que j'ai trouvé intéressant. Après, il y a des choses Hmm. qui se discutent, mais je suis d'accord que dans le jeu, il y a quand même des longueurs, notamment au début avec le chapitre 3, moi qui m'avait presque failli faire décrocher. Mais une fois que tu es dedans, moi, il y avait ce côté un peu addictif, un peu au jeu que j'ai ressenti. Et c'est quand même un jeu qui, au bout d'un moment, bah, m'a rendu un peu addictif à sa mécanique, en fait. Et même par ces moments en fait, de vide et de rien,
Juste, tu marches, tu admires un peu le monde aussi joli qu'il est qui t'entoure, avec sa musique qui se déclenche de temps en temps. Moi, c'est un jeu qui m'a quand même fait respirer. Voilà. Et c'est un jeu quand même qui transmet un message que tu comprends facilement. Mais là, je vais reciter des choses que Kojima avait dit dans certaines interviews, où il disait que selon lui, on n'est jamais aussi connecté qu'aujourd'hui, et pourtant, c'est comme si nous n'arrêtions pas de nous faire la guerre, d'être en concurrence les uns avec les autres. C'est la même chose dans les jeux, on s'affronte en multijoueur, on veut montrer à l'autre qu'on est le plus fort, même si on ne se connaît pas. Avec Death Stranding, on s'entraide en ligne et on laisse des likes un peu gratos, en fait. Ça, c'est une belle mécanique, quand même, je trouve, multijoueur. Et qu'après, au niveau du scénario, il s'est notamment inspiré d'un roman qui s'appelle La Corde de Kobo Ave. C'est une vision philosophique du bâton et de la corde, ça il en parle dans l'intro du jeu, que le bâton était utilisé pour repousser les problèmes et combattre, et la corde pour se rassembler, et que les fils du logo du jeu qui représentent ces cordes qui nous réunissent, en gros c'est les fils qu'on voit qui descendent en fait sur le logo du jeu quand il s'affiche à l'écran. Death Stranding veut nous pousser à l'utilisation du multijoueur pour créer les connexions avec les autres. Et sa fameuse phrase qui était sur la jaquette du jeu, le « demain est entre nos mains », que pour moi, cette phrase, elle dit que, en fait, on comprend dans le jeu que, je vais essayer de ne pas spoiler pour les gens qui n'ont pas fait, mais que malgré les situations où on a l'impression que le futur peut être foutu, on a toujours moyen quand même aujourd'hui d'améliorer les choses pour que ce futur entre guillemets foutu se repousse le plus longtemps possible, tu vois. Et c'est ça que j'avais trouvé sympa comme message véhiculé dans Death Stranding, tu vois, c'est que malgré les difficultés, malgré la fatalité qui peut nous tomber dessus, il y a toujours moyen de s'entraider, de s'améliorer et d'améliorer les choses pour que ce soit un peu mieux. Et je trouve ça cool, tu vois. Thipo dans le chat qui dit le multi, j'ai l'impression que c'est plus un bonus. Alors oui, mais je trouvais ça super intéressant comme mécanique en fait d'avoir des points où tu peux poster des ressources pour créer en fait un truc utilitaire pour tous, pour se faciliter la vie sur un moment. Et je trouve que ça, c'est plutôt une belle mécanique, et c'est une mécanique, je trouve, qui respecte pour le coup le propos du jeu. Donc, je trouvais ça intéressant. Voilà. Même si oui, c'est bonus, mais je trouve que ça, c'est un bon bonus. Et malgré cette espèce de jeu un peu solitaire, on va incarner un personnage qui se déplace tout seul, on n'est pas totalement tout seul, parce qu'il y a quand même ce petit bébé qui nous accompagne dans cette capsule, qui est Lou, du coup, qui, malgré le fait que c'est un outil dans le jeu, ça reste quand même une espèce de personnage à laquelle on s'attache. Moi, je trouve en tout cas que ça a marché pour moi. Donc, très beau jeu pour moi, Death Stranding, et une belle œuvre de Kojima. Et on va rapidement parler du 2, même s'il vient juste de sortir, je ne l'ai pas fait, mais un peu du processus créatif qui l'a poussé à faire cette suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du jeu, il a commencé en 2020 pendant la crise sanitaire, mais aussi ça a été un développement compliqué pour Kojima, car en fait, il ne pouvait pas aller à Los Angeles en 2021 quand les performances capture ont eu lieu, qu'il devait tout expliquer en distanciel, et donc ça a été un peu compliqué pour lui de faire cette suite, et c'est peut-être pour ça qu'arrive un peu plus tard, 6 ans plus tard, quasiment après le premier jeu, quoi. Là, Death Stranding 2, d'après ce qui a été présenté, il veut se présenter il veut se positionner comme l'opposé du premier jeu. Donc là, la phrase type du jeu qui est présentée lors des trailers, la phrase marketing, c'est le « aurions-nous dû nous reconnecter ?» Car pour lui, le réseau chiral... Ce qui fout les glandes, c'est que j'ai passé 70 heures. À connecter tout le monde. Chier. Pour connecter tout le monde, tout ça pour qu'ils me disent au début du 2, putain, t'aurais pas dû. Donc, honnêtement, c'est bon. Mais pour le coup, c'est une question philosophique intéressante, tu vois, ça va être l'antithèse du premier. Mais du coup, le réseau chiral qu'on crée dans le jeu, donc qui est l'équivalent d'Internet dans la vraie vie, en gros, il représente ça peut-être comme Internet, en fait, les réseaux sociaux, et le fait que les gens se sont connectés en ligne pour faire face à la crise sanitaire du Covid, à l'époque, en tout cas. Mais aussi, ce qui l'a poussé
à faire cette suite et à la modifier notamment, c'est qu'à cette période, tout le monde parlait après des métaverses en 2021, c'était vraiment la grosse mode, comme quoi on n'aurait plus besoin d'interagir avec les autres, dans la vraie vie et que pour lui, bah, en fait, c'était un chemin assez terrible qu'on emprunterait, en fait. Depuis, ça n'a pas du tout marché. Les métaverses, là, on n'entend plus trop parler. Ouais, non. Et là, je cite Kojima sur une interview qu'il avait fait pour jeuxvideo.com. Pour lui, dans la vie, en fait, on rencontre les gens par chance dans la vraie vie. On voit des choses auxquelles on ne s'attend pas, et avec le métaverse, on pourrait perdre tout cela. Et ça, je trouve ça super intéressant, et je comprends totalement ce qu'il dit parce que je suis totalement d'accord. Et qu'en 2022, quand il a annoncé le jeu, il a confié qu'il a eu l'idée de faire cette suite déjà en 2020, juste après la sortie du premier jeu, et que en fait, bah, quand les confinements ont eu lieu et tout ce délire de métaverse, etc., avec cette hyper connexion qui a poussé les gens à s'éloigner un peu de la vraie vie, ça l'a complètement poussé à réécrire le scénario de Death Stranding 2, qui à la base, du coup, peut-être aurait dû être différent. Et je trouve ça assez fou. Est-ce que du coup, trop se connecter entre nous en ligne peut ne pas être si bon que ça, selon lui? Par exemple, le négatif qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, je sais pas, l'harcèlement, TikTok et compagnie, et que même le logo du jeu, selon lui, n'importe quoi, le logo du jeu, en fait, qu'on voit de Death Stranding 2, cette fois, c'est un indice parce que les fils arrivent sur le dessus, ils arrivent d'en haut, comme quoi l'hyperconnexion, peut-être que nous, on pourrait être manipulés par les algorithmes, les réseaux sociaux qui nous montrent ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de consommer, peut-être des messages politiques, etc., tu vois, et que même dans le jeu, on voit des personnages dans les trailers qui ont ces fils, notamment un peu de marionnettistes au-dessus d'eux, notamment, je crois que c'est Dolman qui s'appelle, l'espèce de petite poupée un peu bizarre qui ressemble à Alan Wake qu'on voit dans le jeu. Ah oui, Dolman, oui. Donc voilà, donc après sur le jeu en lui-même, ils ont dit que globalement, ils se voulaient plus accessible au grand public que le premier. Donc il y avait cette espèce de radicalité dans le premier qui sera moins présente dans le 2 d'après ce que j'ai compris. Plus d'action, plus d'armes, une sorte de fusion avec Metal Gear Solid 5. Ça, ce serait pas mal, parce qu'honnêtement, je trouve que le Voilà. jeu avait une proposition vraiment super intéressante, mais qu'au final, on n'avait pas vraiment le droit d'en profiter. Donc, C'est ça, mais ce ne sera pas non plus quelque chose qui sera imposé. Moi qui ai joué au 1, comme il avait dit avec Metal Gear Solid 2, c'est que on pourra toujours jouer avec les mécaniques du premier, si on n'a pas envie de se battre, etc. On pourra toujours jouer comme on a fait le premier, mais que pour les nouveaux venus, ces mécaniques-là existent pour être moins radicales, quoi. Non, ça c'est très bien, je trouve. Voilà. Et cette fois, la musique est principalement composée par Woodkid, contrairement à l'Aurore dans le premier jeu, qui a déjà sorti un album où on retrouve quelques musiques qui seront dans le jeu, mais pas que, je pense. Voilà, donc on aura la réponse finale du message du jeu de Death Stranding 2, de ce qu'il voudrait nous raconter par ce « aurions-nous dû nous reconnecter ?» Pas quand je l'aurai fait, et quand il sortira officiellement sur sa version normale, pas de luxe, ce jeudi 26. Eh ben, dis donc. Quand tu l'auras live. Joli, quoi. Je sais pas si je vais le live, Tipo, j'ai dit. C'est un jeu qui se découvre en solitaire, Death Stranding. En gros, il fait comme Kojima, quoi. Je peux être plus haut que mon cul, c'est ça? Non. Je pense que tu es capable de te créditer 14 fois dans une œuvre. Stream de Death Stranding 2. Par Kestis. Montage, Kestis. Overlay, Kestis. Exactement, voilà. Présentation, Kestis. Écriture, Kestis. Aux toilettes, Kestis. Je vous jure. Est-ce qu'on pourra toujours faire des grenades avec son caca? Kestis. Voilà. Ah oui, ça part beaucoup trop loin. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Kojima, en tout cas. Ma foi, j'ai plutôt apprécié faire ce petit dossier, assez intéressant, et il livre quand même des messages qui, moi, me parlent en tout cas, et qui font débat. Alors, avant de poser une question finale, ouais. 3 petits mots sur 3 œuvres où je ne savais pas que Kojima avait travaillé, et notamment 2 qui m'ont collé sur le cul. Kojima a travaillé sur Zone of the Enders. Si vous ne connaissez pas Zone of the Enders, c'est une œuvre qui ressemble beaucoup à ce que je vous décris sur Police Notes, dans laquelle il y a des mechas
Alors, ça s'appelle pas des mechas, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Les Enders, ce sont les êtres humains qui vivent aux confins de l'espace. Et c'est une œuvre de science-fiction assez cool, proche de Gundam, mais moins décomplexée, avec des thématiques fortes sur la famille, sur la survie de l'humanité. Et il y a notamment, du coup, un OAV qui est assez sympa et une série que j'avais vue il y a longtemps qui s'appelle Dolores, qui est aussi très très cool avec, du coup, un mecha qui est sentient et qui parle du coup de la sentience des, des ordinateurs, etc. Enfin, c'est assez cool. Il a aussi travaillé sur sur le premier épisode d'une série qui aura un petit succès et qui doit parler à pas mal de gens qui ont connu l'ère GBA, qui s'appelle Boktai. Si vous ne connaissez pas Boktai, c'était un jeu assez conceptuel de GBA qui était livré avec une petite cartouche avec un capteur solaire dessus. Et le principe, c'est que vous aviez un flingue qui tire de la lumière et vous affrontiez des vampires, des créatures de la nuit. Et en fait, c'était le taux de luminosité qui vous permettait de recharger votre flingue. Donc, s'il faisait tout gris, vous rechargez super lentement. S'il faisait tout jour, vous rechargez super vite. Ils ont abandonné cette feature-là parce que le souci, c'est que globalement, si vous jouez en Ile-de-France, c'est compliqué. Et et en Alaska aussi. Et le truc, c'est que la mécanique était rigolote et ça a créé une série du coup, de jeux comme ça d'aventure avec Boktai 2, Boktai 3 et le dernier qui s'appelle Lunar Night, si je ne dis pas de bêtises, qui est sur DS, qui est personnellement mon préféré, puisqu'on y joue et un chasseur du soleil et un espèce de vampire, une de ces créatures de la nuit qui se bat avec une épée. Et du coup, les deux mécaniques du jour et de la nuit se croisent et c'est un jeu qui est vachement sympa. Donc voilà, en tout cas, il n'a pas bossé sur les autres, mais il a bossé sur le premier, vu que c'était un jeu assez conceptuel, j'ai trouvé ça intéressant, il était directeur sur le projet. Et enfin, il a travaillé sur un de mes jeux, un jeu que j'adore, un jeu que j'aime beaucoup et que je défendrai bec et ongle, même si beaucoup de gens lui ont dit que c'était la fin de la série, Castlevania Lord of Shadow. Le premier du reboot de la série Castlevania, il a bossé dessus, Kojima, donc truc de fou. A priori, sur la fin de son ère Konami, parce que c'était pas très très longtemps avant la sortie de Metal Gear Solid 4, je crois. Et je pense que les problèmes avec Konami se faisaient sentir. Bon, Castlevania vs Shadow, c'est un sujet à lui tout seul. On pourra peut-être faire un dossier, un de ces quatre, sur la série Castlevania, ça pourrait être intéressant. Celui-là, c'est pas On celui parlera qui de se veut Kojima. un peu plus action Bayonetta? Exactement, c'était un jeu qui était plus inspiré pour le coup de God of War 1 et 2. Et qui a été un échec parce que c'était pas un monde ouvert à la Castlevania, etc. Pourtant, je trouve qu'il a plein de qualités, ce jeu. Notamment ses personnages, son univers et son scénar qui est assez cool. Et sa suite, Lord of Shadow 2, qui, elle, du coup, rejoint vraiment les racines de la série et qui est un très très bon Metroidvania. Donc voilà, c'était quelques mots sur ces séries sur lesquelles il a travaillé. On ne sait pas forcément qu'il a travaillé sur autre chose que Metal Gear et Death Stranding, bien sûr, aujourd'hui. Alors, Kestis. Attends, juste je rebondis sur un truc que tu avais dit dans le Vas-y. chat tout à l'heure, que pour lui, c'était Metaverse, c'était Ready Player One, quoi. Je pense que Ready Player One, alors c'est un très bon film, Ready Player One, j'adore, mais c'est une version très édulcorée de ce que peut être les métaverses qui est abordé dans ce film, qui n'existera jamais, je pense. Je suis un peu d'accord. Ouais. Donc, la question finale. Alors, Kojima, génie ou homme complètement fou et imbu de sa personne? Peut-être les deux, mais Probablement. dans tous les cas, je pense qu'il abuse de sa personne, oui. Qui se prend peut-être pour un génie, ça je sais pas, mais dans tous les cas, il a apporté des jeux très intéressants dans l'univers du jeu vidéo, et ça, on peut pas le nier. C'est vrai. Pour ma part, je conclurai sur le fait que c'est un énorme beauf. Pour information, sur l'opus PSP de Metal Gear, on peut voir la petite culotte d'une jeune fille de 14 ans. Sur la jeune fille, bien sûr. Et puis faire des grenades avec son caca, oui, il faut vraiment être un peu un gros beauf pour faire ça. Alors ça, par contre, je défendrais que c'est une des meilleures mécaniques du genre. En vrai, fallait y penser, oui. Thibaut dit, est-ce que c'est grave qu'ils se prennent pour un génie? Non, c'est sûr. Je pense que c'est peut-être français ou humain, je sais pas, de voir des gens se prendre pour des génies, ça frustre, ça hérisse un peu le poil, je pense, tu vois, mais... En vrai, je trouve que c'est une bonne remarque, ça. Ouais. Est-ce que c'est grave s'il se prend pour un génie? J'ai envie de répondre non, parce que au bout d'un moment,
Je veux dire, si on se pense pas génial, je pense pas qu'on arrive à faire grand-chose au final. Il faut y penser un petit peu pour essayer à produire quelque chose. Oui. Si on pense tout le temps qu'on est nul, bah forcément, on n'arrivera à produire rien de bien. Par contre, je pense qu'il y a un juste milieu pour sa santé mentale, parce qu'il n'est pas le génie qu'il croit être. Et que honnêtement, bah, des fois, ça se sent quand même. Oui, tu as Death toujours ce juste Voilà. équilibre entre la confiance en soi, le narcissisme et l'égocentrisme, quoi. Voilà, bah, par exemple, Death Stranding, la proposition, malgré tout ce que je puisse dire négatif dessus, a le mérite d'être culotté, et l'univers créé a le mérite d'être original. C'est un jeu qui est clivant, c'est souvent le signe d'un bon jeu. Par contre, voilà, cette remarque qu'on s'est fait, je crois que c'était en off, disant qu'il avait décidé de baisser les standards du 2 parce qu'il fallait que le jeu soit plus clivant et pas que ce soit un banger de l'infini. Je m'en remets pas. Je trouve ça d'une stupidité et d'une pédance, mais qui est. Ça, je ne sais pas quoi C'est en trop, penser quoi. non plus, tu vois. Mais pourquoi Surtout pas? qu'en toute honnêteté, bon, ces jeux, ils sont bien, mais ils font des ventes, hein, ils en font beaucoup, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est pas non plus oufissime. Metal Gear 1, je maintiens que c'est un des jeux qui a changé l'histoire du jeu vidéo, mais voilà, c'est pas clair-obscur. Non, mais sans déconner, je veux dire, quand on fait un jeu qui a une telle production value, je trouve ça dingue qu'on dise je veux que le jeu y clive pour que des gens l'aiment pas. Bah non, si des gens l'aiment pas, moins vont l'acheter, moins vont profiter de la proposition. Et Non, non, pire que tout, il veut que les gens moins l'aiment de et que les gens. gens l'aiment pas. Tu vois. Ouais, mais moins de gens vont profiter du temps, moins de gens vont passer un bon moment. Moi, le problème de Death Stranding 1, c'est que j'ai poussé le vice pendant 50 à 70 heures pour essayer de trouver le truc qui m'amuserait. Et je me suis fait Mais, chier pendant peut-être 60 heures sur 70. mais comme on était à l'heure, on ne sait pas ce qu'il a modifié dans le jeu déjà. Le truc qui est Oui, sûr, c'est que le jeu se veut moins radical que le premier, hein, dans tous les cas. En termes de gameplay, en tout cas. Typo dit c'est éventuellement pour que ça fasse réfléchir et discuter. Oui, en vrai, ça crée du buzz, hein, et puis les gens vont l'acheter pour se dire, tiens, pourquoi est-ce que les gens l'aiment pas, pourquoi est-ce que les gens l'aiment. En vrai, ça fait de la vente aussi, mais le souci, c'est voilà, moi, mon seul problème au final sur ce personnage, c'est que tout le monde le prend sur un piédestal, alors que je pense que son âge d'or est révolu depuis longtemps. Et qu'il ne produit plus des productions qui sont. Voilà, il a eu son âge d'or, il a produit un truc qui était ouf. Metal Gear Solid 2, apparemment le 3 est aussi génial. Bon, bah, au bout d'un moment, il faut accepter que, avec modestie, je pense que bah, cette ère est terminée. On peut continuer à produire des jeux de qualité, mais je ne Après, comprends pas oui. pourquoi quelqu'un qui a pourtant une ludothèque si limitée, sans être méchant, c'est pas Shigeru Miyamoto, le gars. Hein. Hmm. Des géants de l'industrie du jeu vidéo qui ont modifié l'histoire, il y en a. Hein. Après, comme dit Thibaut, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais les gens en soi, très égocentriques et narcissiques, sont des gens qui ont très confiance en eux en général. Donc, quelque part, ça peut Ouais. aller avec. Ah si, moi, je voulais juste conclure dans un truc, on n'avait pas parlé de ça plus tôt, mais qu'il a confié lors d'une interview il y a quelques années, qu'on lui avait proposé finalement de réaliser des films, mais qu'il avait décliné. Et que même s'il s'y mettait un jour, il arrêterait jamais de concevoir des jeux. C'est tellement riche pour lui et ça oblige à s'intéresser à beaucoup plus d'aspects créatifs. Le fait de ne pas pouvoir prédire les interactions du joueur sur un jeu le fascine avant tout. Et alors, c'est là que je trouve ça dommage. Parce qu'honnêtement, si je pense que niveau jeu vidéo, c'est pas top, je pense que ce mec, en metteur en scène, il pourrait faire des trucs de fou. À moins que ce soit pas vraiment lui et que ce soit plus son équipe ou qu'il Ouais. ait une équipe de metteurs en scène de fou, j'en sais rien. Mais les mises en scène dans Death Stranding et dans la série des Metal Gear Solid, elles sont assez dingues. Ouais, je suis d'accord. Enfin, Mais bon, c'est amusant comme quoi, tu sais, à la base, il voulait faire du cinéma et qu'en découvrant le jeu vidéo, finalement, il y a trouvé plus son compte à la fin dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur Hideo Kojima et ça nous arrive à la fin de cette émission qui est déjà assez longue maintenant. Et merci à tous d'avoir
de nous avoir suivis, d'avoir été là ce soir. N'hésitez pas à venir sur les autres lives de la semaine. Je ne sais plus le programme, je vais le regarder tout de suite. De mercredi, du coup demain vous retrouverez Stalas avec du Devil May Cry 2, jeudi Tipo avec du iRacing et Rotipo pour vendredi avec la suite de Mafia 2. Ouais. Nous on se retrouvera normalement au mois d'octobre pour un prochain Burger Games avec un prochain thème, des prochains avis jeux vidéo, prochaines attentes peut-être d'ici là aussi. Et en attendant, portez-vous bien et puis merci d'avoir été là ce soir. Ciao ciao. Merci à tous, au revoir.